You don't need another hero. Mais tu dis n'importe quoi, ce n'est pas le bon film. Soyez témoins. Encore pas, mais tu arrêtes avec Fury Road. Ok, on part sur le chapitre 2. Monsieur, bonjour, j'espère que vous avez la pêche et que vous serez bien. Préparez-vous à passer la 5e pour parler de Mad Max Number 2, le défi. Ou Road Warrior, le titre aux States. En revoyant ce film pour les besoins de la vidéo, je le savais, mais ça m'a sauté aux yeux. Comment Mad Max numéro 2, deuxième du nom, est le fondement, la clé de voûte, le pilier, la base de tous les films post-apo. Mais en plus de ça, une base pour tous les films d'action, pour tous les films où il y a une course-poursuite. Tout part de Mad Max de 1981. George Miller et toute son équipe, ils ont créé un véritable mythe, un véritable bestiaire. Tout le monde s'est appuyé dessus, tout le monde s'en est inspiré. Par le cinéma, dans l'animation, dans les jeux vidéo, jusque dans les médias. Quand ça part en couille quelque part dans le monde, on dit « Ah mon gars, c'est une ambiance à la Mad Max ». C'est une dystopie Mad Maxienne, parce que le gars a été un bâtisseur d'univers. Il a créé une véritable ambiance. De par ce casting, de par ses costumes, de par ses engins. Il y avait une créativité, juste ça, juste dans les designs, c'est un truc de malade, juste avant de te parler d'action. Et même dans le récit, il va chercher dans le western, très fordien, et même creuser son personnage de Max comme un héros silencieux, ou un anti-héros silencieux. C'est vraiment le personnage Clint Eastwoodien, qu'on a pu voir dans la trilogie du dollar, qu'on a pu voir dans Le Bon, la Beauté et le Truand, si tu veux. Un mec qui passe, qui est silencieux, qui ne prend jamais parti pour personne, mais qui prend parti que pour sa gueule, qui est entre la vie et la mort avec une petite once de rédemption, mais pas tant que ça en fait quand tu regardes le Max, parce que ce mec est zombifié tout comme ce monde dans lequel il va devoir survivre. Mais avant ça, introduction, ce qui est très bien par rapport à ce film-là, tu peux le mater comme ça en one shot, sans avoir vu le premier chapitre, parce qu'il y a une superbe introduction qui t'explique comment le monde s'est effondré, comment nous est parvenu ce chaos par des choix politiques, par des guerres. J'aime bien quand il parle des deux tribus, tu vois, même les termes du narrateur ont complètement changé. Il parle pas de nations qui s'affrontent, il parle de deux tribus, je pense qu'il faisait allusion à la guerre froide. Tous les choix mauvais des dirigeants qui ont plongé le monde dans la faillite, dans la banqueroute. Tu vois les gens s'affronter, la terre se retourner complètement au niveau écologique. Tu vois des paysages complètement dévastés. On est dans le Wasteland, il y a des paysages de sécheresse. Et dans ce monde, dans l'univers Mad Maxien, va régner la loi du plus fort. Parce qu'en fait, ceux qui font la loi, c'est les pillards. Et tout se passe sur la route, parce qu'en fait, t'es tout en mouvement. Ce film est une course-poursuite, à peu près, parce qu'à un moment, ça va se poser un petit peu, parce qu'il y a un enjeu qui va intervenir au milieu du film, pour nous donner une course-poursuite finale, fondamentale dans l'histoire du cinéma. Je me rendais pas compte aussi quand j'étais gamin, quand je l'ai vu ce film. Une course-poursuite qui dure 13 minutes, mon pote, mais qui change le game à jamais. 13 minutes, mon pote, avec des véhicules qui vont à tout blingue. T'as jamais vu ça? C'est un game changer, comme disent les jeunes. On va attaquer par l'introduction. Ce que j'aime par-dessus tout avec George Miller, mon gars, c'est comment il te présente l'action, comment il te présente ses personnages. C'est vraiment le langage par l'image. Pas besoin de mettre des mots sur ce qui va se passer, comme il avait fait dans le premier, par exemple. Un peu plus verbeux, parce que tu sais, il y avait je t'ai raconté, il y avait les talkie-walkie, il y avait les radios qui parlaient, etc. Là, pas besoin de parler, mon pote. Tu vois tout de suite qu'il y a quelque chose qui a changé chez Mad Max. Déjà, son accoutrement. Tu vois que c'est des années plus tard. Le mec boite encore par rapport à ce qui s'est passé dans le premier. Je pense que les hôpitaux ont disparu. Pour te soigner, c'est très difficile. Donc, je pense que son genou va être pourri à life. Tu vois qu'il a pris de l'âge parce qu'il y a une petite mèche blonde sur le côté. Ce cuir qui va devenir iconique qu'on va retrouver dans le couteau no Ken avec cette petite épaulette, mon gars. Moi, je pense que je kiffe les perfectos à cause de ce bâtard de Mad Max. Et autre chose aussi qui change, c'est la course-poursuite. Au début, Mad Max était le prédateur, surtout à la fin du deuxième, où il pourchasse les motards. Et là, c'est le chasseur qui va devenir le chassé. Parce qu'il y a 10 minutes, ça parle pas. Tout ce que t'entends, c'est la ferraille, c'est les carambolages, c'est des cris, c'est des explosions. Mad Max au volant de l'Interceptor, le mec, il est plutôt zen, parce que t'as l'impression qu'il vit dans ce truc-là, il baigne dedans, il est pas du tout en panique. Il y a un gang qui va l'attaquer, et tu vois la façon dont il évite aussi les voitures, tu vois que le mec gère, tu vois qu'il déchire. Mais Frank Miller, il est très malin, parce que il va le mettre à poil tout de suite, quoi. Donc panne d'essence, et tu vois vraiment que c'est l'enjeu principal, c'est ce carburant, mon gars, c'est ce pétrole, et à la façon dont Max va le chercher. Tu sens que c'est vital, parce que dans ce monde-là, mon gars, faut être en mouvement. Si tu t'arrêtes, tu crèves. Si tu t'arrêtes, tu vas te faire planter. Tu veux pas te poser. Tu veux pas construire ta baraque, faire pousser tes fruits, parce qu'il y a plus rien qui pousse, mon gars, c'est la sécheresse. Il y a plus de flotte, il y a plus rien. Donc mon gars, faut être en mouvement pour chercher l'oasis. Et Max l'a compris. Et je sais pas s'il veut vraiment chercher un oasis. Il veut juste être dans son intercepteur et avancer, je pense. Et attendre peut-être la mort. Je sais pas. On connaît pas vraiment ses ambitions parce que le mec ne parle pas du film. Je pense qu'il doit dire une bonne quinzaine de phrases. Tout se passe au niveau du regard et qu'est-ce que je kiffe cette scène où il braque son flingue sur le gang et il va récupérer l'essence. Avec ce fameux camtar qui va nous servir plus tard, un camtar de Tchekhov, le film, en quelques minutes, est déjà posé. Et par rapport au premier qui avait pas eu un grand succès au niveau du box-office, à part en Australie, ça a été un phénomène, mais pas dans le monde entier. L'accent australien jouait beaucoup là-dessus, et aussi parce que George Miller était un peu déçu de son film. Il était un peu sous la retenue, c'était aussi un réalisateur qui était en devenir, un jeune réalisateur qui a fait des erreurs par rapport à ce film-là.
Et tu sens que là, il revient quelques années plus tard avec les coups des franches. C'est son film, c'est vraiment l'univers qu'il veut mettre en place. Et mon gars, il va tomber au battant. Il n'y a plus aucune retenue. La violence est présente. Il y a beaucoup plus de personnages à l'écran. Il y a beaucoup plus d'assaillants sur Mad Max. Il y a beaucoup plus de véhicules. Tout est too much avec l'arrivée du faux acolyte. Je dis faux acolyte parce que personne n'est vraiment entier ici. En fait, on négocie, on échange des bons services, comme le fait Max. Et c'est pareil dans la forteresse où ils vont raffiner le pétrole dans laquelle ils vont se rendre. Et c'est idem par rapport au gang de Humongous. Il y a une vraie richesse au niveau des costumes. Parce qu'en fait, ils sont en train de se mélanger, les gars. En fait, il y a 2-3 gangs qui sont avec lui et je pense qu'ils se sont ralliés par rapport à d'autres batailles. À un moment, tu recrutes. Sur les gangs que tu as défaits, tu vas pas tous les buter, tu vas en recruter 2-3 et après, tu vas former une plus grande tribu. C'est vraiment cette époque-là, mon gars, où tu flippais quand tu regardais des films d'action, quand tu regardais Conan le Barbare. Il y a une vraie filiation entre les deux quand tu vois ce corps qui est hyper balèze. Et tu vois ce masque qui te fait penser à Jason, déjà. Vendredi 13, Jason Voorhees. Et tous les mecs qui y a autour, qui sont vachement identifiables, qui sont vachement stylés. Avec Vernon Wells qui avait une sacrée gueule, il avait ses tirs au quoi. Il était complètement starbé. C'était au début, tu penses que c'est le chef du gang, mais non. C'est juste on va dire le lieutenant, le chien fou, le chien de guerre qui va attaquer à tout va, sans vraiment de réflexion. Et chaque personnage, tu arrives à leur donner un petit background, juste par une petite action, tu vois. Là, quand tu vois Humongous, le mec, il a une photo où tu montres un petit peu son passé. Quand tu vois le personnage de Vernon, tu vois qu'il y a ce jeune à la nuque longue qui est juste derrière lui, à moitié à poil. Comme lui d'ailleurs, mon gars, il a tout le temps que tu as l'air. Ça commence un petit peu dans le premier, mais là, on est en plein dedans, mon gars. C'est la vague punk, gay, sadomaso, BDSM. Parce que les tenues sont toutes rageantes, comme ce gars aussi. Tu te demandes d'où il vient, mon gars. Il y a un mec avec une barbe rose, avec une Cadillac rose, qui va se faire fumer. Parce que c'est tellement stylé de mettre autant de couleurs dans cette horde de sauvages. Et en face, ils sont identifiés comme le camp du bien, et moi je les avais pas vraiment comme des gentils en fait, ces gars. Ils sont tous habillés en blanc, donc tu penses que c'est les gentils et tout, mais pareil par rapport au deal que va imposer Max, tu vois qu'ils sont pas tous d'accord. Ils sont dans une sorte de démocratie. Leur chef, Papagallo, a l'air d'être plutôt noble, mais c'est pas si évident que ça au départ. Un autre personnage qui a l'air beaucoup plus noble, et moi je pensais que c'était le narrateur au départ, mais c'était pas du tout le narrateur, j'ai une petite surprise à la fin. C'est le gyrocapitaine, avec son gyrocoptère, ça aussi c'est trop bien trouvé, mon pote. Mettre un gyrocoptère dans l'action, qu'est-ce que c'était fort. Putain, ça fait un peu flipper par contre. Le cascadeur qui a dû jouer des scènes, il devait en avoir de sacrés. Et lui, c'est comme un personnage assez humain, tu vois. C'est comme quand je parlais de John Goose dans le premier. Il est censé donner de l'humanité à Mad Max, mais Mad Max le traite comme un clébard. Il le traite comme de la merde, il l'attache, il lui fait un peu la misère. Comme d'habitude, scène de pillage, scène d'attaque et encore du viol. Max, ça lui en touche pas une, mais lui, tu sais, il est dégoûté, tu vois. Il est dégoûté quand il voit ça. Et il a l'air assez sain. Et tu sens que c'est un brave gars parce qu'il va tout le temps venir en aide à Maximilien. Et pas sûr qu'il le mérite, ce bâtard, parce que le mec pense un peu qu'à sa gueule. Donc il est tout le temps là, en train de faire du troc, en train de faire du deal. Et quand il va acheter le camtar pour se tirer ensuite, et quand il va se faire encore défoncer la gueule, moi ce que j'aime dans les films des années 80, mon gars, il y a tellement de héros qui se faisaient fumer. Personne n'était over-cheaté, et George Miller l'a bien compris. Parce qu'en réalité, le super pouvoir de Max, c'est sa conduite, et sa voiture, et l'interceptor. Et mon gars, il va la faire disparaître. Il va le laisser complètement à poil envers ses adversaires. Et ça va complètement l'humaniser, enfin plus mort que vif, quand tu vois ce qu'ils lui ont fait. Et c'est là qu'il n'a pas trop le choix de devoir aider ces gens. En fait, il le fait par la force, il le fait pas par empathie. Même si des fois tu sens qu'il bascule, il y a un peu d'humanité qui revient avec la relation qu'il a avec le Feral Kid, l'enfant sauvage, qu'est-ce qu'il est stylé aussi. Quand tu vois ce gamin, mon gars, on revient à l'âge de pierre. Il y a plein de choses qui te rappellent la préhistoire. Mais quand tu vois ce môme, quand tu vois cette trogne, ce casting de fou, en fait le môme il parle même pas, il fait que grogner. Et en plus c'est un môme qui est autonome, bon, neutre en fait, parce que tu vois qu'il se balade dans des galeries, il est un petit peu dans la raffinerie, mais un petit peu aussi à l'extérieur, parce qu'il arrive à croiser des bad guys qui le calculent pas, mais c'est un sauvage de première, parce qu'il est là aussi pour découper avec son boomerang en acier, il fait très très mal. Et c'est là qu'on arrive à cette scène de 13 minutes, mon pote, une course-poursuite qui a réinvente le genre. Là, ça m'a fait penser à une course de diligence dans le désert qu'on a vu dans les westerns. Mais dans les westerns, bon, c'était tourné d'époque. Il n'y avait pas cette intensité, il y avait aussi beaucoup de guns. Et là, ce que je kiffe, c'est que les balles deviennent rares. Donc en fait, il y a un gun, mais il faut tirer avec précision, mon gars, faut pas te rater, parce qu'en fait, t'as pas beaucoup de balles. T'es en galère de balles aussi. Donc en fait, tu te bats avec des armes primitives. Donc t'as beaucoup d'arcs, t'as beaucoup de flèches qui sont là pour défoncer, et ça fait très mal. Beaucoup d'armes métalliques, tu reviens à la préhistoire avec tout ce que tu trouves en fait pour te battre. Et Max, avec son camtar, et là aussi, c'est vraiment du cinéma, mon gars, c'est tellement bien rythmé. Il y a un petit peu d'avance rapide, parce que tu te dis, bon, le camion quand même, c'est un semi-remorque. Il est en train de porter une citerne de pétrole. Tu te dis pas qu'il va arriver à cette vitesse, mais c'est pas grave, mon gars, c'est l'incrédulité. C'est du cinéma. Et ça part de partout. Et c'est là que cette caméra qu'on avait mis à l'époque, ils avaient mis dans le premier épisode, c'était déjà fou, mais là, ça l'est encore plus. Parce qu'il va trouver des angles de caméra qui n'ont été jamais vus. La caméra qui passe partout, dans tous les angles, qui passe sous les roues. Et ça monte en l'air aussi, parce qu'il y a le gyrocoptère aussi qui se fight. Donc t'en as plein la vue. T'as des mecs qui vont sauter sur les véhicules. T'as des mecs qui vont se sacrifier. Ils sont déjà complètement ouf.
Et il y a des cascadeurs qui sont juste hallucinants, mon gars. Il y a des mecs qui sont en moto et qui vrillent complètement. C'est vraiment eux qui jouent leur scène. Et c'est encore un miracle qu'ils soient juste blessés. Parce que je pense que là, il y a des traumatismes crâniens, il y a des os compétés, c'est pas possible. Et surtout ce camion citerne qui va vriller. C'est un truc de fou. Le mec qui a conduit ça et qui s'est dit, je me tèche dans un trou avec un camtar et je vais faire vriller le camion, c'est un truc de malade. Je sais pas ce qu'ils boivent les Australiens. Je sais pas à quoi ils carburent, mais c'est des fucked up de première. Mad Max 2, Mad Max le défi. C'est le film de l'efficacité, mon pote. C'est tellement bien, tout le monde est identifiable. Tu veux passer une seconde à l'écran, mais on sait qui tu es. Comme cette magnifique nana, tu vois. Dans tous les films hollywoodiens, tu aurais dit, oh, ouais, ça va être le Love Interest. Ils vont faire un magnifique couple avec Mad Max. Ils vont faire des enfants. Ils vont refaire aussi ta belle à eux. Mais pas du tout, mon gars. Tu vas la voir, elle est super belle. Mais elle aussi, elle va se faire découper. Et les autres, c'est pareil. Tu peux les voir une seconde à l'écran, 5 minutes. Tu penses qu'ils ont de l'importance, mais ils vont se faire découper à la hachoir. Et ce qui est très bien, c'est quand tu vois les blazes aussi. Ce qui avait marqué dans Mad Max, même dans le premier, tu vois, l'enfant de Max, il n'avait pas de prénom, il s'appelait juste Sporg. Sporg en australien, ça veut dire bébé. En fait, ils sont tous ramenés à leur fonction. La nana dont je t'ai parlé, qui est sur le camion citerne, qui vient en aide à Max, elle s'appelle Warrior Woman. Et c'est idem pour les autres, mon gars. On s'attarde pas sur ces trucs-là. Pas de verbiage, mon gars. On fonce sur la route. Et on essaie de survivre comme un peu, parce que il y a un sacré body count, hein. Et à la fin, il y avait, je t'avais parlé de cette notion d'horreur qu'il y avait dans le premier, mais là, c'est encore pire, mon pote. Le body horror, il est là. Parce que ça arrache. Il y a des corps qui explosent. C'est beaucoup plus violent que le premier. Ça se lâche complètement. Un petit peu moins dans le 3, parce que le 3, c'est trop hollywoodien pour moi. C'est horrible. Franchement, j'arriverai pas à le faire. Donc, yes, un film qui mérite tous ses galons, qui mérite d'être porté au sommet. C'est un film qui a éclaté la barrière du temps. C'est un film sur lequel on doit tout le temps se référer. C'est un film qu'on doit éminemment respecté, parce que sans lui, il n'y aurait pas eu tous ces autres films, toutes ces séries derrière, tous ces romans derrière, toutes ces fictions derrière. Il est allé beaucoup plus loin que son objet premier, beaucoup plus loin que son propre film. Il a inspiré les autres. Et inspiré Fury Road une trentaine d'années plus tard. C'était vraiment le laboratoire de Fury Road. Ce qu'il a fait sur 13 minutes, mon gars va le faire sur tout un film. C'est de la folie, George Miller. Donc pour moi, yes, c'était une super redécouverte. C'est peut-être, je sais pas encore, parce que j'ai pas revu Fury Road encore. Je ne vais pas me prononcer, mais je pense que c'est un de mes films préférés, c'est mon Mad Max préféré, c'est un film qui compte tellement dans la SF, qui compte tellement dans le cinéma de genre, dans le cinéma d'action, dans plein de choses. Mad Max 2, on t'aime. Terminé pour Mad Max 2 le défi, je te dis à très bientôt pour de prochaines vidéos, d'ici là porte-toi bien, merci pour tes likes, tes partages, tes commentaires. Qu'est-ce que tu penses de ce film? Qu'est-ce que tu penses de Mad Max 2? Qu'est-ce que tu penses qu'il a apporté au cinéma? Qu'est-ce qu'il a apporté à ta vie? Lâche-moi un commentaire apocalyptique, un commentaire de sauvage, un commentaire de survivor. D'ici là, peace, love.